Bonjour chers amis, 4 sujets à l'édito de cette semaine. Tout d'abord l'affaire Colère, en tout cas le cas Colère, et la gravité de la collusion argent, fric et haute fonction publique. Affaire à suivre et j'ai des propositions à faire. Deuxièmement, on annonce que la sécurité sociale serait quasiment à l'équilibre et peut-être bénéficiaire l'an prochain. Bref, les comptes de la Sécu iraient bien pendant que la santé des Français va mal. Donc là aussi, chercher l'erreur, il faut changer de cap. Troisième sujet que je souhaite traiter, c'est la question du numérique et du rôle de la puissance publique. J'ai organisé la semaine dernière un dîner-débat. Tous les jours, il y a des annonces. J'ai des propositions à faire. Quatrièmement, tout le monde s'est scandalisé devant les oukases de Trump dans l'affaire iranienne. Et puis les sociétés françaises sont en train de quitter l'Iran. Voilà. Générique. Alors, chers amis, vous avez pu suivre dans les médias et apprendre l'annonce que le procureur de la République était en train de faire une enquête préliminaire sur le cas d'Alexis Colère, qui est secrétaire général de l'Élysée, c'est pas n'importe qui manifestement a des liens familiaux avec une des grandes entreprises suisses de clients de STX, les chantiers de Saint-Nazaire. Et on peut penser, en tout cas c'est ce que pense Anticor, qu'il y a collusion et une dérive du système qui mérite d'être condamnée. Je ne veux pas prendre parti avant que l'enquête ait eu lieu, que la justice ait tranché, mais par contre, j'observe qu'une fois de plus, on voit la collusion objective entre des gens qui passent du public au privé, qui sont liés aux grandes entreprises publiques et pas avec des petits salaires et peu d'intérêt, et le secteur privé. Et moi, je crois que c'est extrêmement malsain. D'ailleurs, lors de la loi sur la moralisation de la vie publique, qui au passage était devenue la moralisation de la vie politique, on avait évacué complètement cette question du pantouflage et des allers-retours publics-privés dans la haute fonction publique. Or, pour moi, c'est une gangrène de notre République. C'est une façon pour l'idéologie libérale de rentrer insidieusement, non seulement en conflit d'intérêts, mais aussi en conflit idéologique avec l'intérêt public, le rôle de l'État et la défense des citoyens. Je l'ai vu dans le cas des banques, je le vois aussi dans certains qui avaient à faire des dossiers avec les GAFA, qui, une fois qu'ils ont quitté tel cabinet ministériel ou tel poste administratif, se retrouvent dans les mêmes GAFA ou dans des GAFA proches. Donc tout cela doit changer. Moi j'ai toujours été pour l'interdiction formelle. La fameuse commission de déontologie est manifestement hors jeu, alors soit par manque de moyens, soit par notamment d'investigation, soit par collusion. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Je propose qu'il y ait de manière extrêmement rapide une loi qui encadre fermement, voire interdise, les allers-retours entre le public et le privé. C'est nécessaire pour la moralisation de la vie publique. Et pendant ce temps-là, la sécurité sociale, les comptes de la sécurité sociale, on nous les annonce quasi au vert. On a un tout petit déficit de 300 millions et l'an prochain, ça devrait être bénéficiaire de 2 et quelques milliards. Alors, d'où vient cette bonne nouvelle ? Essentiellement, du fait qu'il y a des recettes supplémentaires parce qu'il y a croissance de notre économie. Au passage, tous ceux qui nous disent on n'est pas pour une croissance, etc., ou bien qui veulent absolument toujours resserrer les dépenses, réduire les prestations et brider ce qui concourt à l'amélioration du pouvoir d'achat, donc à la consommation, sont des gens qui jouent contre la lutte contre les déficits. La meilleure façon de lutter contre les déficits, c'est d'avoir une croissance. Évidemment, pas n'importe quelle croissance. Il ne s'agit pas d'aller faire du productivisme à tout crin. Ça doit être une croissance qualitative, écologique, sociale. Mais en tout cas, c'est un enjeu décisif. Donc, amélioration de la situation par rapport à cette croissance. Mais dans le même temps, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'il y a eu aussi réduction des dépenses. Et réduction excessive des dépenses. Réduction excessive des dépenses parce que l'hôpital public, les EHPAD, le médico-social va extrêmement mal dans le pays. Ça ne peut plus durer. Alors, il est fondamental de redéfinir les priorités de notre système de santé, en particulier de donner les moyens de fonctionnement à l'hôpital public, aux urgences, aux hôpitaux psychiatriques, aux EHPAD, qui sont dans un état d'indigence inacceptable.
et ces nouvelles recettes qui arrivent, d'arbitrer intelligemment où on les met. Car au passage, figurez-vous que l'État pense pouvoir se dédouaner du remboursement de dettes qu'il a vis-à-vis de la sécurité sociale, en clair des avantages fiscaux qui ont spolié les recettes de la sécurité sociale et qui devraient être versés par l'État. Et donc l'État continue sa politique de cadeaux fiscaux aux plus riches et le fait financer par une sécurité sociale que l'on ponctionne fortement en tirant sur la corde de l'hôpital public et de la qualité de la santé. C'est inacceptable, ce n'est pas juste, c'est dangereux pour l'avenir de notre modèle social et républicain. Alors réjouissons-nous que les comptes se rétablissent, mais que ce soit l'opportunité de mettre la gomme pour restaurer un haut niveau de santé dans notre pays. Alors je suis persévérante pour essayer de voir comment cette transition numérique doit être une opportunité pour notre modèle social, pour notre mode de vie, pour la protection de nos libertés et non pas une menace. Je suis hyper mobilisée sur la taxation des fameux GAFAM, les grandes entreprises du numérique, et là je pense qu'on ne fait pas ce qu'il faut, mais je crois qu'il y a d'autres champs qui sont essentiels, bien sûr la protection des données. Il y a aussi la manière dont on arrête d'être totalement dépendant de quelques grandes entreprises qui ont un pouvoir considérable. On vient de voir dans les annonces d'aujourd'hui que Facebook aurait laissé passer des tas d'informations en Chine au regard des gens qui sont inscrits sur Facebook. Donc là, il y a quand même d'énormes problèmes de ce côté-là. Alors j'ai organisé un débat sur le thème numérique. Que peut faire l'État? État stratège, État régulateur, comment il protège les données, comment il soutient des initiatives économiques françaises. Et je retiens de ce débat deux grandes idées sur lesquelles je vais agir, au-delà de la taxation des GAFAM. Premièrement, comment obliger la puissance publique à utiliser des logiciels libres et arrêter cette collusion avec Microsoft, avec des tas de logiciels privés qui justement empêchent l'émergence d'autres formes économiques et surtout de formes économiques et des initiatives économiques françaises, et surtout comment on protège nos données, nos savoirs, l'accumulation de ce qu'il y a sur nos sites. Et comment on évite cette espèce d'infiltration culturelle et économique de ceci. Et le deuxième sujet, c'est pourquoi du retard à l'allumage dans la répartition du haut débit, du 5G sur l'ensemble du territoire national. Il semble qu'il y ait des technologies qui permettent, à travers des initiatives locales, de permettre cet accès partout et pour tous à moindre prix. Et donc, je souhaite faire des propositions de loi allant dans ce sens. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais souvent, la gauche dans ce pays doit prendre à bras-le-corps les grands enjeux d'avenir, non pas uniquement de façon résistante, mais en proposant, en écoutant les initiatives et en faisant des contre-propositions qui portent un nouveau modèle de société. Je suis consternée, et c'est vrai qu'il y a des moments où on est dans une colère noire. On a entendu les chefs d'État européens nous faire tout un cinéma. Vous allez voir, face à la réaction de Trump qui va nous ponctionner, qui va nous faire des rétorsions auprès des entreprises qui continueraient à travailler en Iran, alors que lui a décidé unilatéralement de rompre avec un traité international et qui, pour imposer son point de vue, dit écoutez, les entreprises qui vont travailler là-bas n'auront plus accès au dollar, ne pourront plus travailler aux États-Unis, bref, seront blackoutées par les États-Unis. L'Europe s'est beaucoup agitée en parole et en réalité, rien. En réalité, rien. La preuve, PSA vient d'annoncer qu'il allait quitter l'Iran. Total a dit qu'il pourrait difficilement y rester. Bon, je ne suis pas une fanat de ces grandes entreprises, mais enfin, je vois aussi tout le réseau des PME françaises. Et je dis, au nom de quoi Donald Trump va-t-il devenir le maître du monde, au moins, entre guillemets, occidental? Et comment la France peut laisser faire ça au nom du fait que l'Europe est impuissante? On va avoir des élections européennes, tout le monde va dire, faut que l'Europe yaka, mais quand il y a à décider, on voit que la décision n'est pas au rendez-vous. Et je n'entends pas beaucoup Emmanuel Macron taper du poing sur la table, proposer une stratégie alternative
Il faut dire que pour les Allemands, le marché iranien n'est pas grand-chose par rapport au marché américain et que l'indépendance nationale, une certaine idée de l'avenir du monde, passe derrière les intérêts de l'Allemagne, ce qui pour une large part explique un grand silence européen, et je le crains, et je le redoute, et je le conteste, un grand silence de la France d'Emmanuel Macron. Donc ne laissons pas faire, faisons-nous entendre comme citoyens. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des choix d'avenir à faire. Croit-on encore à la possibilité d'autonomie des peuples ou accepte-t-on la domination de certains? Ma réponse est non. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas accepter d'être les vassaux des États-Unis d'Amérique. Alors, chers amis, à la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez me poser vos questions dans la foire aux questions, #MNLFAQ. Et puis, on échange, on partage sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. À la semaine prochaine.